Bonjour, je reprends cette vidéo pour terminer le chapitre 17 qui était presque achevé mais que n'avait pas eu totalement le temps de terminer jeudi dernier. Donc là, c'est l'occasion de voir les derniers points. Pour l'essentiel, on avait fait l'essentiel du chapitre avec tous les exercices qui sont associés. Donc c'est un chapitre qui est quand même relativement lourd. Donc j'y vais pour terminer ces derniers transparents. Donc la politique de distribution des dividendes. On avait vu des éléments sur le fait de conserver des liquidités, hein, et on avait fait des calculs autour de ça en voyant la manière notamment dont la fiscalité des investisseurs pouvait jouer un rôle, et on a vu que c'était assez compliqué. Euh, on a vu à ce moment-là qu'il y avait un coût fiscal additionnel à la conservation de liquidités par l'entreprise, simplement parce que ces liquidités sont taxées au taux de l'IS à l'entreprise avant de distribuer comme dividende. Donc on voit que si ce taux de l'IS est supérieur euh, au taux que les ménages peuvent avoir par ailleurs, que les investisseurs peuvent avoir par ailleurs en plaçant eux-mêmes ces liquidités, il n'est pas forcément intéressant de les conserver dans l'entreprise. Donc la question est là, pourquoi les entreprises dont ce n'est pas la fonction accumulent-elles des liquidités excédentaires si le régime fiscal n'est pas vraiment favorable? Simplement, c'est parce que ces liquidités jouent un rôle de buffer stock, en fait d'argent qui est disponible, de liquidités qui sont disponibles pour financer des projets ultérieurs et éviter, pour financer ces projets, des coûts de recherche et d'obtention des capitaux. Donc voilà, on estime que les coûts de transaction directs, hein, vraiment ce que l'on doit aux banques pour émettre des actions, pour placer un placement obligataire, pour chercher de la dette, etc., sont compris entre 1 et 3% pour les obligations et 3,5 et 7% pour les actions. Donc ça explique aussi en partie pourquoi les entreprises préfèrent conserver des liquidités pour financer des projets ensuite. Euh, bon, en même temps, évidemment, ça a un coût. C'est toujours la même chose. Il y a des balances à faire, coût fiscal, le fait d'éviter des coûts de transaction, mais il y a des coûts d'agence. Une entreprise qui est gorgée de liquidités, c'est aussi une incitation pour les managers à être opportunistes et à prendre des initiatives qui ne sont pas forcément les bonnes, hein. On a exactement ça pour la dette. En fait, les liquidités, c'est comme de la dette négative. On a vu que la dette pouvait discipliner les managers. Bah, c'est la même chose, si on a des liquidités, c'est de la dette négative, donc ça ne les incite pas à la discipline, hein. Ça peut les pousser à investir dans des projets à vanne négative, mais qui augmenteraient leur prestige, à faire des dépenses somptuaires, etc., ou des acquisitions. Euh, donc, de ce point de vue-là, rendre du cash aux investisseurs, avoir cette discipline, ça réduit les excédents de trésorerie et ça accentue la discipline imposée aux dirigeants. Ça paraît bien logique. Alors là, on a un petit exemple qui n'est pas forcément très passionnant. On a une entreprise qui est financée par des capitaux propres constitués de 100 millions d'actions. On a un flux de trésorerie disponible anticipé qui est de 65 millions chaque année à l'infini, un coût du capital de 10%, et l'entreprise dispose de 150 millions d'euros de disponibilité. Et hésite entre deux choses, financer un nouveau projet qui permettrait d'augmenter les FTD de 12% ou de racheter des actions. Donc ce qu'on nous dit c'est quoi? Ce qu'on nous dit c'est que l'entreprise, initialement, euh, elle a, elle a, euh, elle a 65 millions d'euros de chaque année à l'infini avec un coût du capital de 10%. D'accord. Donc la valeur de l'entreprise, ici cette valeur, c'est quoi? C'est juste 65 divisé par 10%. Si elle touche à l'infini et qu'il n'y a pas de croissance anticipée, c'est donc 650. Hein, d'accord. Elle hésite entre financer un nouveau projet qui permettrait d'augmenter les FTD de 12%. Donc augmenter de 12% les FTD, c'est les faire passer, me semble-t-il, de 65 à 72. Je revérifie. 65, on multiplie 65 par 1,12 et on obtient 72,8. D'accord. Donc c'est faire passer la valeur de l'entreprise à 72,8. Donc les FTD à 72,8, c'est donc faire passer la valeur de l'entreprise à 728. D'accord. Donc on voit bien sûr que la vanne de ce projet coûte 150, donc c'est moins 150, et puis il rapporte combien? Il rapporte la différence entre 650 et 728, c'est-à-dire 78. Donc ce projet est à vanne manifestement négative à hauteur de moins 72. Donc que va-t-il se passer si on utilise ça au lieu de racheter des actions? Si on rachète des actions, on est d'accord que, on se rappelle déjà la situation, hein. Si on rend du cash aux actionnaires à hauteur de 150 millions, la valeur de l'action n'est pas
n'est pas modifié, hein, d'accord? Puisque ici, on aurait juste une opération financière totalement blanche, on ne parle pas de fiscalité, etc. On a 100 millions d'actions, donc en fait, le prix des actions au départ est de 650 divisé par 100, donc de 6,50 € l'action, d'accord? C'est 6,50 € l'action. Donc, si on rachète des actions, bah, on en rachète un certain nombre, on a déjà fait ces calculs, on va peut-être pas les refaire, c'est pas très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que si au contraire on ne rachète pas les actions, on va faire une perte de 72, d'accord, puisque c'est ça, hein, la vanne qui va disparaître là-dedans, 72, et cette perte va être étalée sur 100 millions d'actions, et donc c'est 0,72 €, 72 centimes d'euros qui vont être perdus par action. D'accord. Donc, que va-t-il se passer? Bah, si on met en œuvre ce projet, l'action va baisser de 6,5 à, euh, à 5,88. D'accord. Donc, la réaction du prix de l'action, c'est si on nous annonce qu'on va faire ce projet, le prix de l'action va descendre à 188, et si on annonce qu'on l'abandonne, bah, elle va remonter à 6,5 comme c'était prévu. Bon, c'est juste un petit calcul, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vient de faire là, c'est juste pour expliquer que voilà, on peut avoir en permanence cette tentation, bien sûr, dont les actionnaires vont souffrir, de mettre en place des projets à vanne négative, et des projets à vanne négative, ça détruit de la valeur, ça fait baisser le prix des actions. Donc il n'y a rien de surprenant dans ce calcul, et c'est pas très intéressant en soi. Donc ensuite, il est intéressant peut-être de regarder quand même pourquoi les entreprises détiennent des liquidités, et surtout à quel moment elles détiennent des liquidités. On sait actuellement que les entreprises sont gorgées de liquidités, et c'est intéressant aussi d'examiner pourquoi. Euh, alors, lissage de dividendes, politique de distribution et théorie du signal. Donc là aussi, il y a une grosse littérature sur le fait de rendre du cash à ses actionnaires, et bien sûr rendre du cash sous la forme de dividendes ou sous la forme de rachat d'actions. Et on a l'impression que en rendant des dividendes, finalement, on fait passer un signal auprès des actionnaires, on les fidélise et on les rassure sur l'état de l'entreprise et sur l'état de redistribuer du cash. Donc ça aussi, c'est un point qu'on a déjà un petit peu exploré, à part le lissage de dividendes. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a ce comportement de dividend smoothing, le fait de lisser les dividendes qui sont beaucoup plus lisses et stables que les bénéfices des entreprises. Donc voilà, aux États-Unis, entre 71 et 2001, mais c'est bien documenté, seulement 5,4% des modifications de dividendes ont consisté à une réduction. Donc, pourquoi on a ça? Il y a Littner qui explique qu'il y a une croissance des dirigeants des entreprises qui pensent que les investisseurs aiment les dividendes stables. Ça ne justifie pas tellement si les marchés financiers sont parfaits. Et donc, en fait, pour flatter les actionnaires, il est bon de lisser les dividendes et d'avoir des dividendes qui sont relativement stables. Et ça envoie aussi un message de ce point de vue-là. D'accord. Donc évidemment, donc vous voyez dans cet exemple-là, on maintient les dividendes en dépit de pertes. D'accord. Donc on maintient à tout prix les dividendes. On a beaucoup de mal en fait à baisser les dividendes parce que c'est en quelque sorte un signaler, c'est une espèce d'aveu d'échec qui signale qu'on n'est pas capable justement de tenir cette politique de lissage des dividendes. D'accord. Donc, donc à l'inverse, si on augmente les dividendes, ben on va le voir, c'est la théorie du dividende permanent, un peu comme on a la théorie du revenu permanent, c'est le signal que l'entreprise a une confiance sur sa capacité pérenne à dégager des bénéfices et à maintenir ses dividendes, puisqu'elle n'aime pas les baisser. Donc voilà. Alors ensuite, évidemment, si on a des bénéfices insuffisants et qu'on distribue des dividendes, bah, ça veut dire qu'il faut les trouver ailleurs, hein. Soit il faut s'endetter plus, soit il faut puiser dans son cash, soit il faut faire des opérations sur le capital, de dilution du capital. Enfin, donc il faut bien trouver des moyens de le faire. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que les dividendes sont relativement stables, et c'est plutôt les autres opérations qui, elles, sont très variables. On ajuste par des rachats, par des émissions d'actions, tout pour maintenir ce niveau de dividende à un niveau constant. Voilà, et ça, c'est une politique qu'on voit. Voilà, je mets ça, hein. Effectivement, si on regarde un petit peu sur des données longues, alors là aussi, hein, ça c'est certainement à ajuster, enfin en tout cas à actualiser. Aux États-Unis, une hausse de dividende de 10%, ça implique une appréciation de l'entreprise de 1,34%. Et puis une baisse équivalente, c'est une chute de 371%. Donc on voit bien qu'il y a un côté annonciateur dans les dividendes.
Donc une augmentation de dividende, c'est un signal de bonne santé durable. Et quand on le baisse, ça veut dire qu'on ne peut plus faire autrement. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc voilà un point qui est intéressant. On pourrait aussi le voir en sens inverse. Enfin, ça joue en sens inverse ce signal-là, hein, le fait que quand ça baisse, c'est qu'on on va moins bien. Maintenant, on a vu aussi que dans un chapitre précédent, que le fait de racheter ou de vendre des actions était aussi quelque chose qui envoyait un signal de bonne santé lorsqu'on rachète des actions parce qu'on pense que des actions sont sous-cotées, donc on fait aussi passer un signal. Et au contraire, lorsqu'on vend des actions, c'est qu'on pense que les actions sont surévaluées, donc c'est plutôt l'inverse. Donc ça aussi, ça joue. En fait, on constate, c'est exactement ça, hein, c'est que euh, le, 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 le signal qui passe, non pas par le dividende, mais qui passe par des opérations de rachat ou de vente, de rachat ou d'émission d'actions, est finalement plus important que celui qui passe par les dividendes. Hein, d'accord. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Il y a plus de contenu informationnel à faire des opérations discrétionnaires d'achat et de vente d'actions qu'à verser des dividendes de manière stable. On voit qu'il y a une espèce de politique qui consiste à les verser toujours de manière stable. Et donc c'est pas comme ça que l'entreprise communique. Voilà. On peut aussi inverser un peu les choses. Bon, enfin, sur les dividendes, je lisais encore dans Le Point cette semaine un gestionnaire d'actifs qui disait orientez-vous sur les entreprises qui versent régulièrement des dividendes, c'est le signal d'une bonne santé. Donc c'est vraiment une croyance qui est très présente sur le marché, donc qui s'exprime sur le marché. C'est pas qu'une croyance. Si elle est une croyance, bah, elle devient en quelque sorte autoréalisatrice. Elle pousse à ça. Donc il y a un intérêt à regarder s'il n'y a pas des anomalies autour de ça, et s'il n'y a pas des arbitragistes, des hedge funds qui peuvent jouer là-dessus, et c'est certainement le cas. On peut le voir aussi d'une autre manière. Finalement, une entreprise qui verse des dividendes, qui rend du cash, c'est parce que elle n'arrive pas à avoir d'opportunités d'investissement. On a vu que la première manière de financer les progrès, c'était de l'autofinancement. Donc différer les dividendes, ne pas en verser, c'est aussi parce qu'on a une opportunité, donc ça peut être un signe de mauvaise santé que de ne pas en avoir. Hein. Bon. On peut aussi, bien sûr, c'est ça, on peut se dire qu'une entreprise qui garderait ses dividendes, donc avec un coût de distribution plus faible, serait une entreprise qui finalement chercherait à avoir des liquidités pour pouvoir ensuite financer un grand nombre de projets. Donc, tout ceci est relativement contradictoire, on peut dire l'inverse, ça dépend en fait de la situation sur le marché, de la situation générale de l'économie, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, je vous conseille de lire le livre là-dessus pour aller un petit peu plus loin que ce que je dis très rapidement. Euh, Contenu informationnel des rachats d'actions, on en a déjà beaucoup parlé. Hein. L'annonce d'un rachat d'actions comme celui-là envoie un signal au marché. On peut penser que ce signal est même plus puissant. La différence, c'est qu'effectivement, le coût du rachat d'actions pour l'entreprise, d'accord, en fait, dépend du prix du marché des actions. Et donc, c'est dicté par l'évolution du cours. Alors que le dividende, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise sans la différence entre le cours sur le marché et puis ce que l'entreprise pense comme étant sa vraie valeur. Donc, il y a davantage de market timing, certainement, dans le fait de distribuer du cash en rachetant des actions, en émettant de l'autre côté, que via le dividende, c'est un point aussi qui est important. Bon, on a cet exemple, on a déjà, je crois, fait des exercices dessus, donc on peut le refaire celui-là pour le revoir une dernière fois. On a une entreprise qui a émis 200 millions d'actions, qui a, euh, qui a un prix de marché actuel de 30 euros, donc cette entreprise, elle vaut 200 fois 30, d'accord, elle vaut 6 milliards, donc elle vaut 6 000 millions, elle vaut 6 milliards. Le dirigeant estime que la vraie valeur de l'entreprise est de 35 euros par action. Donc lui, il estime plutôt que la vraie valeur de l'entreprise, c'est 7 000 et non pas 6 000. Il projette de consacrer 600 millions d'euros à un programme de rachat d'actions, ce qui veut dire qu'il a une trésorerie excédentaire, d'accord, puisque voilà, voilà, une trésorerie excédentaire, il a 600 millions, qui certainement est à son bilan, ce qui veut dire que son bilan, initialement en tout cas, se présente de la manière suivante, hein, 5 400 d'un côté d'actifs économiques, et peut-être 600 de liquidités excédentaires qu'il peut redistribuer. Donc voilà, peu de temps après ce rachat, donc à quelle valeur va-t-il racheter ses actions? Bah, il va les racheter à 30, hein, puisqu'il n'y a aucune création de valeur, c'est une opération blanche, c'est quelque chose qu'on a vu énormément. Évidemment, s'il rachète à 30, que va-t-il se passer au niveau de son bilan? Je le mets en rouge. Ceci va disparaître. Bon, en noir, pardon, j'indique quel est le bilan initial de l'entreprise. Le bilan initial de l'entreprise, c'est 6 000 et 6 000,
c'est 200 fois 30, d'accord? Il procède à une opération de rachat, donc je mets, ça s'annule, donc les 600 disparaissent, ils sont versés sous la forme de rachat d'actions. Les actions, donc ça veut dire que le nouvel actif de l'entreprise est de 5400, et 5400, le prix est inchangé, c'est 30, d'accord? Donc en fait, bien sûr, il va rester 180 millions d'actions en circulation, et donc l'entreprise a racheté 20 millions d'actions pour un prix de 30 euros, ce qui correspond exactement aux 600 millions d'euros. Donc quel est alors le prix d'une action? Donc, imaginons qu'on fasse cette opération, la nouvelle évaluation est conforme à celle du dirigeant, voilà, que va-t-il se passer? Je le mets en vert, d'accord? En fait, on se rend compte en vert que la valeur de l'entreprise est 1000 euros plus élevée, 1 milliard plus élevé, donc n'est plus de 6000 mais de 7000, mais attention, il y avait les 600, donc en fait ça fait une vraie valeur qui est à 6400 maintenant, d'accord? Donc 6400 maintenant, pour connaître le prix de l'action, il suffit juste de diviser ces 1000 en plus par 180, et donc ça nous fait une action qui va monter à 35,55. Donc ce qui est intéressant, quel est alors le prix d'une action? Le prix de l'action va monter à 35,55, c'est ce que je viens de calculer ici, hein. Exactement, voilà, 35,55. Ok. On voit que le prix de cette action est plus fort. Si l'entreprise avait attendu avant, d'accord, les actionnaires se seraient partagés 35 euros, donc le prix aurait été de 35 euros. Donc ce qui se passe, bien sûr, c'est que si 35 euros est inférieur à 35,55, ou si 35,55 est supérieur à 35, c'est pour quelle raison? Simplement parce que l'entreprise a racheté des actions moins chères que ce qu'elles valent vraiment. Donc combien a-t-elle racheté d'actions moins chères que ce qu'elles valent vraiment? On en a racheté, c'est ça, on en a racheté 20 pour un montant, on en a racheté 20 millions pour un montant de 30 euros, d'accord? On a racheté 20 millions pour un montant de 30 euros, voilà, c'était ça qu'on a fait comme opération tout à l'heure, on a fait 20 fois 30, on a dépensé 600, alors qu'en fait, ces actions n'auraient pas dû valoir 30, mais elles auraient dû valoir 35. Et donc en fait, on a fait un gain de 20 fois 5, 20 millions, multiplié par 5 euros. Ces actionnaires, on aurait dû payer 35, mais en fait, on a payé 30. Donc on a fait un gain de 100, et ce 100, c'est ce qui va être partagé, par les actionnaires qui, eux, sont restés. Donc si effectivement on prend le 100 et qu'on le divise par 180, donc si on fait 100 divisé par 180, on va exactement retrouver ça, on va retrouver 0,55 euros, ce qui correspond exactement à la survaleur, c'est-à-dire on a 55 centimes de plus qui sont distribués, c'est les actionnaires qui sont restés qui en bénéficient. Donc voilà un peu les choses. Donc on a compris que si vous vouliez faire profiter tous les actionnaires d'un rachat d'actions, il faut plutôt racheter au juste prix, et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous brisez les choses et que vous faites que les actionnaires qui ont accepté de se faire racheter des actions se sont fait avoir, et donc les autres en sont bénéficiaires, ils gagnent 55 centimes de plus. Donc voilà le raisonnement qui est fait ici. Dernier point de ce chapitre, la question du dividende en actions. Alors, vous savez, les dividendes, on peut les verser en cash, donc on donne des euros, ou on peut les verser éventuellement en actions nouvelles. Donc les versions en actions nouvelles, c'est quoi? C'est simplement, vous allez donner une action à ceux qui en possèdent déjà 10. Donc vous allez imprimer une nouvelle pièce, un nouveau morceau de papier, et vous allez augmenter le nombre d'actions. C'est évident que ceci revient à faire une division du numéraire. C'est comme si vous leur donnez rien, puisque vous n'augmentez pas le capital, vous distribuez un dividende en action. Distribuer un dividende en action, c'est pas rendre du cash, c'est juste rediviser le capital de manière différente. Donc si vous donnez une action de plus à tous les gens qui en possèdent déjà 10, d'accord, ça va simplement impacter le prix en le faisant baisser de 10%. Donc c'est distribuer un dividende en action, c'est exactement similaire à une division d'action. Voilà, une division d'action par 3 correspond à une dividende par action de 200%.
c'est-à-dire 2 actions gratuites par action détenue. C'est la même chose, hein. Si vous prenez des actions et que vous dites, OK, maintenant une action en vaut 3, bah voilà, ça veut dire que vous donnez 2 actions gratuites pour une ancienne. Donc ça ne change strictement rien à la valeur de l'entreprise. En revanche, ça divise dans la même proportion le prix de chacune des actions. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Vous voyez une entreprise qui ne cherche pas à utiliser ses disponibilités, mais simplement qui distribue un dividende en action de 50%, c'est-à-dire qui donne une action gratuite pour 2 possédés. Donc vous voyez que la conséquence que ça a, c'est que l'actif qui vaut tout le temps 420, au lieu d'être partagé en 10 millions d'actions, est maintenant partagé en 15. Et donc bien sûr, le prix de l'action va diminuer d'autant, et donc va baisser pas de 50%, mais va baisser de 10 à 15, de 33,33%. Donc voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Donc bien sûr, il y a une différence fondamentale entre, quand on parle de dividende d'action, entre les émissions d'actions où vous vendez des actions et vous les vendez par l'entreprise, donc ça augmente la valeur de l'actif, hein, c'est du cash que vous récupérez et le prix de l'action ne change pas, d'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu. Et le dividende en actions, où les actions sont données, où la valeur de l'actif est inchangée, où le prix des actions diminue donc nécessairement. Bien sûr qu'il ne faut pas confondre les deux, mais ça paraît effectivement relativement évident à comprendre. Les dividendes en actions ne sont pas soumis à l'impôt, bah, heureusement, puisque nous conduisent à ne rien changer en fait, hein, à la valeur de votre portefeuille. La question qu'on peut se poser, c'est après de savoir pourquoi des fois on décide de distribuer des dividendes en actions, ça ne crée pas de valeur, ça n'a aucune conséquence financière pour personne, donc pourquoi les gens le font? La raison de fond, c'est que ça modifie la valeur nominale d'une action, et quelquefois on peut avoir un intérêt à avoir des actions qui sont moins chères parce que ça peut augmenter leur liquidité. C'est plus facile de vendre une action qui n'est pas trop chère qu'une action qui est très très chère. Ça augmente la liquidité de l'action. Et de ce point de vue-là, ça peut être bon pour le prix de l'action, puisque ça veut dire qu'il va y avoir une prime de liquidité éventuellement associée à l'action en question. Donc ça peut avoir un effet là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en dehors du modèle de Moedighead Miller le plus pur. D'accord. C'est effectivement ce qu'on observe sur les marchés. Donc, en pratique, la majorité des entreprises affichent un cours de bourse compris entre 10 euros et 100 euros parce qu'on pense que c'est la même chose. À part Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui lui a laissé le prix de ses actions monter en expliquant qu'il fallait que le prix d'une action, d'une part dans sa société, soit équivalent à la valeur d'une maison dans sa bonne ville de Omaha. Et donc c'est pour ça qu'en 2008, alors en 2016 et maintenant peut-être en 2019, ça serait intéressant de regarder à combien est l'action Berkshire Hathaway. On voit bien que c'est une barrière pour investir. Alors il se trouve que cet exemple est intéressant parce que Berkshire Hathaway justement a créé 2 types d'actions. Des actions qui sont des actions chères, à 133 000 et peut-être de ce genre-là, et des actions qui sont beaucoup plus faibles, à un prix beaucoup plus faible. Et en fait, il y a une différence de prix entre les deux, y compris lorsqu'on les regroupe en termes de droits proportionnels. Et donc ça montre bien qu'il peut y avoir une préférence des agents pour détenir des petits montants ou des gros montants. Voilà. On peut aussi voir l'inverse, hein, c'est que quand vous avez une action dont le prix diminue, l'action dont le prix diminue, en général, ça peut être lié simplement à une dilution du capital de l'entreprise. Le fait que progressivement de la dette est transformée en capitaux propres, ça signifie pas forcément que l'entreprise va faire faillite. Enfin, c'est pas très très bon pour l'entreprise, mais ça signifie simplement qu'elle transforme de la dette en capital propre et donc elle dilue son capital et ça peut faire plonger la valeur de son action. Et donc, quelquefois, ça peut être aussi intéressant de regrouper les actions simplement parce que ça donne une mauvaise image que de les classer en penny stock. Et d'ailleurs, penny stock, c'est une action qui aura une valeur inférieure à 1 dollar. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est un motif de sortie de cote. Donc, on a intérêt à regrouper de ce point de vue-là le prix de l'action pour avoir un prix de l'action qui est raisonnable. Encore une fois, entre 10 et 100 dollars, ça paraît relativement raisonnable. On a ici, sur l'indice SBF 250, on voit comment se répartissent en fréquence les prix d'action. C'est un exemple aussi qui est daté, hein, il faudrait bien sûr l'actualiser, septembre 2010. On voit bien qu'on aime bien avoir des actions qui sont entre 10 et 150 dollars ou 150 euros, ça paraît tout à fait raisonnable. Donc voilà, ça termine ce chapitre. Donc je poste cette vidéo indépendamment, elle est relativement courte. Je vous remercie de votre attention.